Bienvenue sur Sculpture mentale. Aujourd'hui, nous explorons un sujet subtil, dérangeant mais essentiel. 7 signes que quelqu'un vous déteste et vous le cache. Machiavel. Car toutes les hostilités ne s'expriment pas à voix haute. Certaines se dissimulent derrière des sourires, des silences polis et des gestes ambigus. Comprendre ces mécanismes, ce n'est pas devenir méfiant, c'est devenir conscient. Avant d'aller plus loin, salutations à toute la communauté Sculpture mentale, à ceux qui refusent de vivre dans la naïveté, à ceux qui choisissent la clarté plutôt que le confort, et à ceux qui savent que la maîtrise de soi commence par la compréhension des autres. Sur cette chaîne, nous décortiquons les lois invisibles de la psychologie humaine, les stratégies mentales et les vérités que peu osent regarder en face. Chaque vidéo est conçue pour vous faire réfléchir, douter et évoluer. Si ce type de contenu vous parle, abonnez-vous dès maintenant. Activez la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines analyses, car ici, chaque vidéo est une pièce de plus dans la sculpture de votre esprit. Et avant de plonger dans ces 7 signes, prenez un instant pour réfléchir à ceci. Et si le véritable danger n'était pas d'être détesté, mais de ne jamais s'en rendre compte, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que vous allez découvrir pourrait bien changer la manière dont vous regardez certaines personnes autour de vous. Premier signe, le silence stratégique. Le silence n'est pas toujours vide. Parfois, il est chargé. Parfois, il observe. Parfois, il attend. Quand vous annoncez une avancée, une victoire, une étape franchie, qui se tait soudainement? Qui ne dit rien de négatif, mais ne dit jamais rien de positif non plus? Pourquoi ce mutisme apparaît-il précisément lorsque vous sortez de votre zone habituelle? Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes étaient très présentes quand vous doutiez, quand vous hésitiez, quand vous stagniez, mais deviennent étonnamment absentes quand vous commencez à réussir? Que signifie cette disparition émotionnelle sélective? Le silence est-il vraiment de la neutralité ou une stratégie de retenue? Pourquoi ne pas attaquer ouvertement? Pourquoi ne pas critiquer frontalement? Serait-ce parce que critiquer vous donnerait de l'importance? Ou parce que reconnaître votre succès obligerait à affronter une comparaison intérieure inconfortable? Posez-vous cette question. Quand quelqu'un se tait face à votre progression, que protège-t-il en lui-même? Le silence stratégique ne cherche pas à vous freiner directement. Il cherche à ne pas vous nourrir, à ne pas vous renforcer, à ne pas valider votre transformation. Avez-vous déjà ressenti ce vide étrange après avoir partagé une bonne nouvelle? Ce moment où vous attendiez une réaction et où rien ne vient? Pourquoi ce silence vous touche-t-il autant? Qu'espérez-vous réellement recevoir à ce moment-là? Et surtout, à qui donnez-vous encore le pouvoir de valider votre valeur par sa réaction ou son absence de réaction? Le silence peut être une manière subtile de dire « je t'ai vu avancer et je refuse de l'admettre ». Mais pourquoi ce refus est-il si discret? Parce que le silence permet de rester irréprochable. Il ne laisse aucune preuve, aucune confrontation, aucune responsabilité. Avez-vous déjà confondu ce silence avec de la maturité, de la réserve ou du respect? Combien de fois avez-vous excusé ce mutisme en disant « c'est juste sa façon d'être » ? Et si ce silence n'était pas un trait de caractère, mais un positionnement? Regardez autour de vous. Qui parle quand vous échouez, mais se tait quand vous gagnez? Qui observe votre ascension sans jamais y participer émotionnellement? Et surtout, pourquoi continuez-vous à partager vos victoires avec ceux qui ne savent pas les recevoir? Le silence stratégique n'attaque pas votre réussite. Il attend de voir si vous aurez besoin d'approbation pour continuer. Deuxième signe, le compliment empoisonné. Les flatteries sont des chaînes dorées pour l'esprit naïf. Tous les compliments ne libèrent pas.
Certains enferment, certains attachent, certains sculptent une image de vous qui n'est pas la vôtre. Quand quelqu'un vous félicite, pourquoi arrive-t-il que votre esprit reste en alerte? Pourquoi ce malaise diffus, difficile à expliquer, mais impossible à ignorer? Qu'est-ce qui, dans certains éloges, vous donne l'impression d'être applaudi, tout en étant ramené à une limite invisible? Écoutez la structure du compliment. Pourquoi commence-t-il par une reconnaissance, puis glisse vers une précision inutile? Pourquoi ce « c'est bien pour toi », ce « vu d'où tu viens », ce « pour quelqu'un comme toi » Que cherche-t-on réellement à souligner à ce moment-là? Avez-vous remarqué que certains compliments ne célèbrent jamais votre potentiel, mais uniquement ce que vous êtes déjà censé être? Pourquoi votre évolution doit-elle toujours rester acceptable, mesurée, contenue? Le compliment empoisonné ne vous attaque pas frontalement. Il agit plus finement. Il vous fait croire que vous êtes reconnu, tout en vous rappelant subtilement votre place. Pourquoi cette nécessité de cadrer votre réussite? Posez-vous cette question. Si ce compliment était sincère, aurait-il besoin d'une comparaison? Pourquoi évoquer quelqu'un d'autre au moment précis où l'on parle de vous? À qui profite cette mise en parallèle silencieuse? Avez-vous déjà senti que ces mots, au lieu de vous pousser vers l'avant, vous invitent à rester là où vous êtes? Que l'on vous félicite, tant que vous ne dépassez pas une certaine hauteur? Le danger du compliment empoisonné n'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il suggère. Il installe une frontière mentale, continue, mais pas trop, brille, mais pas au point de déranger. Et vous, comment réagissez-vous à ces flatteries déguisées? Les acceptez-vous sans les interroger? Les collectionnez-vous comme preuve de reconnaissance? Ou sentez-vous qu'elles influencent inconsciemment la façon dont vous vous percevez? À force d'entendre ces mots, avez-vous ajusté vos ambitions? Avez-vous réduit vos désirs pour rester cohérent avec l'image qu'on vous renvoie? Et si ces compliments n'étaient pas là pour vous élever, mais pour rendre votre progression prévisible, contrôlable, rassurante pour ceux qui les prononcent? Interrogez-vous. Qui vous complimente sans jamais vous encourager à aller plus loin? Qui célèbre ce que vous êtes, mais jamais ce que vous pourriez devenir? Troisième signe. La joie absente face à votre succès. Peu d'hommes supportent sans jalousie la grandeur d'autrui. Le succès agit comme un révélateur. Il ne transforme pas les gens, il les expose. Avez-vous déjà observé ce léger décalage dans les réactions? Ce moment où votre victoire est accueillie, mais sans chaleur? Pourquoi certaines personnes répondent-elles avec politesse, mais sans élan, comme si votre réussite créait une distance invisible? Regardez les détails. Le ton de la voix change-t-il? Le sourire apparaît-il par réflexe plutôt que par joie? Pourquoi ce sourire disparaît-il si vite, comme s'il n'avait jamais eu l'intention de rester? Posez-vous cette question essentielle. Qui se réjouissait sincèrement quand vous étiez en difficulté? Qui vous encourage quand vous doutiez? Et que deviennent ces mêmes personnes quand vous commencez à gagner? La joie absente n'est pas toujours de la jalousie évidente. Elle est souvent plus subtile. Elle se manifeste par une neutralité froide, un enthousiasme minimal, une réaction mesurée. Pourquoi faudrait-il mesurer sa joie face au succès de quelqu'un qu'on apprécie réellement? Avez-vous déjà senti que votre réussite mettait mal à l'aise? Que l'on changeait de sujet trop vite? Que l'on relativise ce que vous avez accompli? Pourquoi ce besoin immédiat de minimiser, de normaliser, de rendre votre succès ordinaire? Serait-ce pour éviter une comparaison intérieure inconfortable? Ou pour préserver une hiérarchie implicite où votre place devait rester stable? Certains soutiens existent tant que vous restez dans la lutte. Ils aiment la version de vous qui cherche, qui doute, qui demande conseil. Mais que se passe-t-il lorsque vous n'avez plus besoin d'être guidé? Lorsque vous avancez par vous-même? Avez-vous remarqué que l'encouragement peut se transformer en distance?
que la proximité émotionnelle diminue à mesure que votre confiance augmente. Et si cette absence de joie n'était pas dirigée contre vous, mais contre ce que votre succès oblige les autres à regarder en eux-mêmes, interrogez-vous sans détour. Qui vous félicite sans enthousiasme mais observe avec attention? Qui semble supporter votre réussite plutôt que la célébrer? La véritable question n'est pas de savoir qui vous soutient. 4e signe. L'écoute sélective. Celui qui écoute pour répondre et non pour comprendre prépare déjà sa trahison. Écouter, c'est plus que tendre l'oreille. C'est accueillir l'autre. C'est reconnaître son espace. C'est valider son existence, ou du moins ce qu'il ose partager. Alors, posez-vous cette question. Qui vous écoute, mais ne vous entend jamais vraiment? Qui acquiesce à vos mots, répète quelques phrases, mais ne semble jamais saisir l'essence de ce que vous exprimez? Pourquoi certaines conversations semblent toujours revenir à eux, à leurs expériences, à leurs préoccupations, comme si vos idées n'étaient que des interruptions dans leur discours? Lorsque vous parlez de vos projets, de vos ambitions, de vos idées, sentez-vous de l'intérêt ou percevez-vous une impatience subtile? Un regard qui s'échappe, une phrase qui coupe, un soupir imperceptible? Pourquoi minimiser vos idées au nom du réalisme devient-il leur habitude? Est-ce vraiment du réalisme ou un mécanisme pour garder votre potentiel sous contrôle? Interrogez-vous, qui écoute pour comprendre et qui écoute pour réagir? Qui est là pour vous saisir? Et qui est là pour préparer sa réponse, ses propres arguments ou même ses critiques? À qui profite cette attention partielle, cette écoute fragmentée, sinon à celui qui cherche à maintenir une domination silencieuse sur votre perception de vous-même? Avez-vous déjà remarqué ce léger décalage lorsque vous partagez une idée audacieuse? La personne hoche la tête, sourit peut-être, mais ne pose jamais la question qui montrerait un vrai intérêt. Comment peux-tu y arriver? Pourquoi ce détachement calculé, ce refus de plonger dans votre univers mental? Pourquoi ces petites subtilités, ces inflexions, ces réactions mesurées semblent-elles si parfaitement calibrées pour neutraliser votre confiance? L'écoute sélective n'est jamais innocente. Elle est une arme invisible. Elle vous fait douter de vos mots, de vos idées, de votre légitimité à penser et à agir. Elle vous apprend, lentement, à vérifier si ce que vous dites mérite vraiment d'être dit, et à attendre l'autorisation implicite de celui qui décide de vous entendre ou non. Réfléchissez. Qui garde toujours la main sur le rythme de vos conversations? Qui choisit ce que vous pouvez dire et ce qui sera balayé d'un geste ou d'un mot? Et surtout, combien de fois avez-vous confondu politesse et écoute réelle alors que la deuxième était absente? L'écoute sélective n'attaque pas votre projet frontalement. Elle sème le doute dans vos mots, dans vos intentions, dans votre perception de vous-même. Elle transforme vos paroles en un terrain contrôlé par quelqu'un d'autre, vous laissant toujours incertain de la valeur que vous créez réellement. Qui vous écoute vraiment? Et qui joue à l'écoute? 5e signe. La comparaison constante. Diviser les hommes, c'est régner sur eux. La comparaison n'est jamais anodine. Elle n'est jamais juste un simple constat. Elle est un instrument de contrôle, une manière silencieuse de rappeler votre place. Pourquoi certaines personnes semblent incapables de vous voir tel que vous êtes, sans chercher à vous aligner sur un autre? Pourquoi chaque réussite devient-elle l'occasion d'évoquer quelqu'un d'autre? Avez-vous remarqué que ces comparaisons surgissent souvent à vos moments de confiance, à vos instants où vous commencez à briller par vous-même? Pourquoi ce besoin de ramener votre éclat à une norme, un standard ou une référence extérieure? À qui profite cette constante mise en parallèle? À qui sert-il de semer l'incertitude en vous, de nourrir le doute au lieu de l'enthousiasme? Est-ce pour protéger leur propre sentiment de supériorité? Ou pour maintenir une hiérarchie invisible, où vos réussites sont acceptables tant qu'elles restent comparables, mesurables, prévisibles? Vous êtes-vous demandé pourquoi votre unicité dérange autant certains?
Pourquoi votre manière d'agir, de penser, de progresser peut provoquer un malaise invisible mais tangible. Cette inconfortable n'est pas fortuite. Elle existe pour que vous vous conformiez, pour que vous moduliez vos ambitions, pour que vous restiez dans un espace mental sûr pour les autres, mais limité pour vous. La comparaison constante vous pousse à regarder autour de vous plutôt qu'en vous. Elle détourne votre attention de votre essence et la dirige vers un miroir déformant, celui des attentes et des jalousies des autres. Chaque fois que vous vous mesurez à quelqu'un d'autre, vous accordez du pouvoir à celui qui juge silencieusement votre place. Avez-vous déjà ressenti ce picotement intérieur, ce doute insidieux après une remarque comparative? Pourquoi votre esprit cherche-t-il immédiatement à se justifier, à expliquer pourquoi vous êtes différent, meilleur ou inférieur? Qui contrôle alors la valeur que vous vous attribuez? Vous ou ceux qui vous comparent sans cesse? Et si cette pratique n'était pas simplement un réflexe social, mais une stratégie consciente ou inconsciente pour freiner votre affirmation personnelle? À quel point avez-vous laissé ces comparaisons influencer vos décisions, vos ambitions, vos relations ou même votre confiance? La question cruciale: combien de fois avez-vous laissé la mesure des autres définir votre mesure intérieure? Et combien de temps encore allez-vous accepter que votre unicité soit jugée à travers les filtres de ceux qui ne veulent pas vous voir pleinement briller? La comparaison constante n'est pas un compliment déguisé. C'est une barrière invisible, subtile, mais puissante, qui cherche à façonner votre mental selon les normes de ceux qui vous observent, plutôt que selon votre propre vision. 6e signe: l'aide conditionnelle. Celui qui donne pour être redevable prépare sa domination. L'aide, lorsqu'elle est authentique, devrait être libérée. Elle devrait ouvrir des portes, élargir vos horizons, renforcer votre autonomie. Mais parfois, ce que l'on appelle aide n'est qu'une corde invisible, habilement attachée autour de votre liberté. Qui vous tend la main et vous le fait sentir? Qui vous rappelle le service rendu à chaque occasion, comme pour inscrire une dette silencieuse dans votre esprit? Pourquoi certaines offres d'assistance semblent généreuses en surface, mais pèsent sur vos épaules dès que vous les acceptez? Avez-vous déjà senti cette pression subtile, cette obligation implicite de ne pas dépasser, de ne pas oser trop, de rester redevable? Réfléchissez. À qui profite réellement cette aide? À vous, qui avancez avec un soutien sincère, ou à celui qui l'offre, en gagnant un contrôle sur vos choix, votre temps, vos décisions, parfois même votre mentalité? Chaque geste peut sembler inoffensif, chaque mot d'encouragement peut être un rappel silencieux. Je t'ai aidé, tu me dois quelque chose. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains aident précisément quand vous êtes sur le point de prendre votre envol, de franchir une étape critique? Pourquoi le soutien arrive souvent accompagné d'un regard, d'une remarque ou d'un rappel implicite de votre dépendance? Cette générosité n'est-elle pas une manière subtile de vous modeler, de vous maintenir dans un espace confortable pour eux, mais limité pour vous? Avez-vous remarqué ce moment où l'on commence à accepter ce type d'aide et où l'on finit par se demander: est-ce que j'avance pour moi ou pour ne pas décevoir celui qui m'a aidé? Et si cette sensation de gratitude, si naturelle au départ, se transformait progressivement en une prison invisible, où votre autonomie devient la caution de leur contrôle? Interrogez-vous. Combien de fois avez-vous freiné vos initiatives, ajusté vos ambitions, ou modulé vos désirs pour ne pas rompre ce lien implicite? À quel point cette aide vous a-t-elle éloigné de vos choix authentiques, de vos véritables instincts? Combien de décisions ont été influencées par la peur de trahir ce qui, en apparence, était généreusement donné? L'aide conditionnelle ne se montre pas comme un piège. Elle se glisse doucement, subtilement, dans vos interactions. Elle enseigne la prudence, mais aussi la vigilance. Et la question que vous devez vous poser, encore et encore: qui vous aide vraiment? Et qui vous lie? Qui élève votre esprit?
et qui cherche simplement à rester dominant dans l'ombre de votre progression. 7e signe. Le malaise intérieur. L'instinct perçoit ce que la raison refuse encore d'admettre. Le malaise n'est pas toujours visible. Il ne frappe pas comme une alarme retentissante. Il se glisse dans le corps, dans la respiration, dans le rythme du cœur. Un frisson, un nœud dans l'estomac, un poids invisible sur vos épaules, et soudain, vous savez que quelque chose ne va pas, même si votre esprit refuse encore de le reconnaître. Pourquoi votre corps réagit-il avant votre esprit? Pourquoi ce signal silencieux persiste-t-il en présence de certaines personnes? Pourquoi sentez-vous un changement d'énergie, un inconfort diffus, alors qu'aucun mot ou geste explicite ne le justifie? Combien de fois avez-vous ignoré ces avertissements, les balayant au nom de la politesse, de la loyauté ou simplement de l'habitude? Et si votre intuition savait déjà ce que votre conscience refuse d'admettre? Si ce malaise était une alerte précoce, un indice subtil que quelque chose dans votre environnement ou dans la dynamique humaine n'est pas aligné avec votre sécurité émotionnelle ou mentale? Pourquoi est-il si facile de l'écarter, de l'étouffer, alors qu'il cherche à vous protéger, à vous guider vers la lucidité? Posez-vous cette question. Jusqu'à quand allez-vous continuer à douter de votre propre ressenti? Combien de fois votre jugement a-t-il été paralysé par le doute que vous impose la rationalisation, les excuses ou la peur de confronter la vérité? Chaque fois que vous ignorez votre malaise, que perdez-vous? Votre confiance, votre clarté intérieure, votre pouvoir de discernement? Et si ce nœud dans l'estomac, cette tension silencieuse, était la voix d'une conscience plus fine, plus précise, plus fidèle que tout raisonnement logique? Pourquoi tant d'énergie est-elle dépensée à rationaliser ce qui devrait être entendu et suivi instinctivement? Le malaise intérieur ne ment jamais. Il ne se trompe pas sur ce que vous devez ressentir. Il ne cherche pas à vous manipuler ni à vous confondre. Il est le révélateur le plus honnête de la dynamique humaine autour de vous. Alors, demandez-vous, qui, dans votre entourage, déclenche systématiquement ce malaise? Pourquoi leur présence éveille cette vigilance silencieuse? Et surtout, combien de temps allez-vous encore continuer à ignorer ce signal que vous envoyez à vous-même, avant de reconnaître qu'il détient une vérité que votre esprit refuse d'affronter? Le malaise intérieur est le dernier filtre, le dernier avertissement, avant que la vérité ne devienne impossible à ignorer. Le reconnaître, c'est commencer à reprendre le contrôle sur votre perception, votre énergie et votre liberté. Vous venez de découvrir les 7 signes que quelqu'un vous déteste et vous le cache. Machiavel. Ces mécanismes subtils peuvent transformer votre perception des relations et vous permettre de repérer la vérité derrière les apparences. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux ou vous a fait réfléchir, abonnez-vous dès maintenant à Sculpture Mentale pour ne manquer aucune de nos analyses et conseils pour aiguiser votre esprit. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être alerté à chaque nouvelle vidéo. Laissez un commentaire pour partager ce qui vous a le plus marqué dans cette vidéo. Quel signe vous a surpris? Lequel avez-vous reconnu autour de vous? Vos retours aident la communauté à grandir et à se renforcer. Et avant de partir, cliquez sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran. Elle contient de nouvelles stratégies pour comprendre les comportements humains et protéger votre énergie. Chaque vidéo est une pièce de plus dans la sculpture de votre mental, alors continuez ce voyage avec nous.